Donc on va commencer par kernel infernal 1. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on a? Je vais vous montrer ça. Hop, hop. Event. Dans les events, c'était le UMD-CTF et ça s'appelait kernel infernal 1. Alors, concrètement, on a un fichier, enfin un lien, on a un lien et on a un truc qui s'appelle Ubuntu 20.04 blablabla générique blablabla.kdump. Ah, donc on va le télécharger. Bon, moi je l'ai déjà téléchargé ici. Et si je fais un file de ce truc-là, je vais vous le zoomer, comme ça vous voyez très bien de quoi on parle. Hop, 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 voilà pour les plus aveugles d'entre vous, comme ça vous voyez tous très bien. Donc file, ça permet de connaître le type de fichier. Donc en gros, ça dit les premiers bytes du fichier pour découvrir sa caractéristique, hein, globalement c'est ça. Et ici on voit que ce fichier là en fait c'est un kdump compressed dump v6 système Linux, node Ubuntu, release blablabla, etc., etc. Donc on est sur un kdump. Première fois que je vois l'extension kdump. Ah bah voilà, tu vas apprendre quelque chose. Donc un kdump c'est quoi? C'est un dump kernel. Alors, juste pour faire simple, je vais vous expliquer un petit truc. On va commencer avec un pet. Mais c'est vraiment très simple parce que c'est pas du tout un sujet que je maîtrise. Donc je peux pas vous l'expliquer super en détail avec une aisance dingue comme je pourrais faire pour plein d'autres conneries. Donc je vais essayer de vous le faire très simple. Concrètement, un ordinateur. Dans un ordinateur, vous avez, le CPU qui est là. Vous avez le CPU. Vous avez la mémoire qui est ici. On va appeler la RAM. Hop. Et vous avez concrètement, maintenant ça se représente plutôt, hop, comme ça, hop, hop. Je fais en plus des super SSD. Donc ça c'est un SSD. Hein. Voilà. Je fais des super schémas, c'est exceptionnel. Donc concrètement, dans un ordinateur, vous avez ça. Bon, il y a la carte graphique, il y a plein d'autres choses à côté, mais tout est relié sur la carte mère et c'est ce qui compte, c'est le plus important. Pour le moment, vous voyez que juste je prends des petits blocs comme ça. C'est vraiment juste des petits blocs. Donc concrètement, vous avez, je vais mettre ça en rouge, vous avez le CPU qui est connecté avec la RAM. Faut en faire des NFT de tes schémas. Oh, mais ce serait une idée de dingue. Vous avez le SSD qui, d'une certaine manière, techniquement, bon, c'est pas le CPU qui gère le SSD, mais bon, d'une certaine manière, le SSD et le CPU sont connectés, tout du moins pour les contrôleurs. Et surtout, et c'est ça qui fait intéressant, il y a un petit truc ici, hop, qui s'appelle le DMA. Ça, c'est un petit truc que la plupart des gens ne savent pas ce que c'est. Donc, on a un truc qui s'appelle le DMA, qui est une ancienne technologie qui existe depuis très longtemps dans les ordinateurs, qui permet en fait de relier le SSD avec la RAM. Alors vous allez me dire, what? Mais pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce que le SSD, je vais prendre encore une autre couleur, le SSD qui est là, il est connecté avec le CPU, et le CPU, il est connecté avec la RAM. Donc pourquoi est-ce qu'il y a ce truc ici? Ah, très bonne question, Jamy. La réponse, c'est pour une question de performance. Et surtout, ça remonte à très longtemps, où les CPU à l'époque n'étaient vraiment pas très puissants. Et si on voulait charger un fichier en RAM, typiquement une application, parce que l'application, vous savez, quand vous téléchargez une application, c'est sur votre disque dur, c'est pas en RAM. Donc cette application, elle est ici. Admettons, hop, voilà, on a un petit fichier qui est, je sais pas moi, .exe. Voilà, on a un .exe ici. Et ce .exe, on veut l'exécuter. Le swap, notamment. Mais alors, il y a la notion de swap, et il y a la notion de page, etc. Et justement, on va y arriver. Donc, on a un petit fichier, et ce petit fichier, on veut l'exécuter. Donc, chaque fois que vous êtes sur votre bureau, vous faites je double-clique sur l'exé. Qu'est-ce qui se passe derrière? Et en fait, il est chargé en mémoire. Alors, il est chargé en mémoire via le DMA. Hop, il arrive en mémoire. En réalité, c'est de la mémoire virtuelle, etc. Le but, et c'est pour ça, je fais une petite parenthèse, c'est pour ça en fait que le problème, je vais essayer de faire quelque chose de très simple ce soir. Parce qu'en fait,
Pour pouvoir comprendre et résoudre le challenge qui va arriver, il faut avoir de très bonnes connaissances en gestion mémoire. Donc, comment fonctionne réellement une mémoire? C'est quoi la pagination? C'est quoi la segmentation? C'est quoi les adresses physiques? C'est quoi les adresses virtuelles? C'est quoi un registre, un pointeur, etc., 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 etc. Ça demande d'avoir toutes ces connaissances. Et le truc, c'est que j'ai pas envie de faire un live de 4 heures. Et encore que, même en 4 heures, je pourrais pas tout vous expliquer. Parce que vraiment, il y a tellement de choses à expliquer. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de mécanismes dans tout ça. Qui fait que ça va être un peu trop lourd. Et j'ai pas envie de faire quelque chose de très lourd ce soir. J'ai envie de faire un truc un peu light. Qui vous explique globalement c'est quoi le truc. Et puis, bon, on pourra repartir dans un live futur et rentrer un peu plus dans le détail si ça vous intéresse. Donc, DMA, c'est le Direct Memory Access. Yes, c'est ça. Et en plus, ça veut dire ce que ça veut dire. Hein. C'est le SSD qui accède directement à la mémoire. Et comment est-ce qu'il accède directement à la mémoire? Il accède via le DMA. Et inversement, de la RAM vers le SSD. Mais c'est principalement dans le sens SSD vers la RAM, principalement. Donc voilà, on a ici l'idée principale avec les différentes connexions qui existent. Et donc, comme je disais, l'exé, hop, il passe par là, et puis il se retrouve en mémoire. C'est quoi ce truc? Pride Paint. Excellent. Ok. Donc, ça c'est un point. Après, il faut savoir une chose, c'est que dans votre... Ah ben je vais retourner dans Paint en fait. Je vais retourner dans Paint. On va scroller un peu plus bas. Comment est-ce que je peux faire un truc qui me fait descendre? Hop, on va faire ça. Hop. Voilà. Parfait. Hop, hop. Nickel. Alors, donc on avait parlé d'un peu comment fonctionnait concrètement les différents composants d'un ordinateur, en très 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 simple, voilà, en 2 minutes. Maintenant, il faut aussi comprendre comment fonctionne un système d'exploitation. Et donc, en fait, un système d'exploitation, c'est coupé en 2 parties. Donc, en réalité, comment est-ce que je pourrais vous montrer ça? Concrètement, on a 2 grandes sections. Je n'ai pas le bon outil. On a 2 grandes sections. Je vais prendre une couleur, par exemple, bleu ciel. Hop. Voilà. On a une section ici. Et on a une autre section ici. Alors, si vous êtes par exemple étudiant en informatique et que c'est quelque chose qui vous parle, vous avez certainement déjà dû entendre parler des rings. Le ring 0, ring 1, ring 2 et ring 3. Ici, qu'est-ce qui nous intéresse? C'est de nommer ces 2 boîtes. La première boîte, ça s'appelle le kernel. Ici, hop, on va l'appeler kernel. Pour le moment, gardez juste en tête que ça s'appelle le kernel. En français, ça s'appelle le noyau. Et ensuite, en vert, on a l'espace utilisateur. On va l'appeler user. Voilà. On va l'appeler user. Très bien. Donc, par exemple, quand j'exécute une commande sur Linux, et là on parle de Linux hein, ici, uniquement Linux, ok? Donc, quand j'exécute une commande, admettons que j'exécute une commande, je sais pas moi, cat ou autre chose. Donc, je fais par exemple, ici, je fais une commande qui est cat. Cat suivi de mon fichier. Hop, fichier, hop, hop, voilà. Cat de mon fichier, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, en réalité, le cat, c'est quelque chose que je tape côté user, donc c'est moi en tant qu'utilisateur. Mais en réalité, qu'est-ce qui va se passer en dessous? En dessous, il va y avoir ce qu'on appelle un appel système. Et un appel système, c'est ce qui se trouve, ce sont toutes des librairies et des fonctions qui sont directement dans le kernel. Et notamment, une des fonctions, ce serait par exemple de faire un fopen. Donc de faire un open du fichier avec, et là je rentre déjà un peu trop dans les détails, mais vous allez juste comprendre c'est quoi l'idée. Ici on a ce qu'on appelle des interrupt requests, donc on a des IRQ, etc., etc. Et on a plein d'autres choses qui permettent en fait au système d'exploitation de réellement faire une exécution sur la machine et de dire au processeur, eh ben maintenant tu vas m'ouvrir tel fichier, tu vas faire ça et ça et ça, etc., etc. Et tout ça, en fait, ce sont à chaque fois des appels système.
Hop, et donc je vais mettre ici, je vais faire un call. On va appeler ça call. Voilà. Hop. Les calls qui sont ici, etc., etc. Donc là, on a deux parties. C'est la chose que simplement faut garder en tête, c'est il y a la partie kernel et la partie user. Voilà, globalement, on reste là-dessus. C'est le plus simple pour le moment. Donc, concrètement, quand on fait un dump mémoire, eh ben en réalité, quand on fait un dump mémoire, vous savez, quand on analyse, et on fait ça parfois sur la chaîne, quand on analyse un dump mémoire avec volatility, et le dump, il fait parfois 2 Go, 4 Go, etc. Eh ben ça, c'est l'entièreté de la RAM qu'on dump. Et cette entièreté de la RAM, qu'est-ce qu'il contient? Il contient le kernel et le user. Ça contient les deux. Ça, c'est un dump mémoire. Le kernel convertit les instructions, les calls, en actions côté matériel, accès, zone, mémoire, cluster disk. Tout à fait. Yes, exactement. C'est tout à fait ça. Maintenant, ce qui se passe ici, là vous le voyez, hop, hop, vous le voyez en dessous, c'est un kdump. Et donc un kdump, c'est un dump kernel. Et donc on n'est plus sur un dump mémoire classique avec la section protégée du système, qui est le kernel, et la partie user, qui d'ailleurs, se dit en passant, dans la RAM, ça se représenterait, si je mets une couleur, voilà, ça se représenterait comme ça. Ici, on aurait le kernel, par exemple. Kernel. C'est l'OS, hein. Globalement, c'est ça, c'est une exploitation. Donc, on aurait le kernel, et puis ici, tout ça, jusque-là, par exemple, on aurait la partie user. Et donc, ici, on est sur un kdump. Un kdump, ça veut dire que on a uniquement dumpé la partie kernel, rien d'autre. Donc, toute la partie user, on verra pas. On verra rien de tout ça. Donc, on verra pas du tout ça. Néanmoins, et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que même dans le kernel, on est capable de voir des choses qui se passent côté utilisateur. Mais ce n'est pas le but. On ne va pas pouvoir, par exemple, dans un kernel, enfin dans un kdump, on ne peut pas récupérer les applications qui tournent, par exemple. C'est pas possible parce que c'est l'application qui tourne côté user. Admettons, je sais pas moi, j'ai lancé un cat, ou j'ai lancé ma propre application, j'ai un jeu vidéo qui tourne, peu importe. Ben, mon jeu vidéo, il tourne dans la partie user. Donc, dans le dump de mon kernel, je ne trouverai pas, et il ne sera pas présent. Et c'est une des raisons aussi pourquoi est-ce que mon dump, il fait 32 mégas. C'est vraiment très petit, hein, parce qu'en fait, il n'y a pas grand-chose. Donc voilà, ça c'est un truc. Alors, mais on peut déduire du coup qu'il y a un cat avec les actions kernel. Oui, exactement. Et ça, on va le voir, justement. Ça, on va le voir. Alors maintenant, la grande question, c'est, bah, j'ai un kdump et je fais quoi avec ça? Become famous, become chicken. Exactement, lui. Donc, concrètement, j'ai un kdump. Donc maintenant, il faut qu'on trouve une solution pour pouvoir le lire, ce kdump. Alors, il faut savoir que jusqu'au week-end dernier, j'avais jamais fait ça. Donc, c'était la première fois de ma vie que je faisais un debug d'un kdump. Et en fait, c'est très intéressant parce que je l'avais jamais fait avant. Et en fait, j'ai découvert plein de choses. Et surtout, je vais vous envoyer sur mon Gist où j'ai tout posé en fait. Alors GitHub de Disnome, et normalement, je dois avoir... J'ai même des trucs de test, lol. C'est tellement pas du tout maintenu. Où est-ce que je peux voir mes Gist? J'en ai un ici, mais je sais pas où je l'ai mis. C'est pas dans les repos, du coup, c'est pas ça. Est-ce que je vais aller sur Gist? Gist, GitHub, Disnome. Peut-être que c'est là-dedans, je vais aller directement. Gist, non, je sais pas. Ah, il me l'a trouvé. Oh, magnifique, c'est le premier lien directement. Oh là là là, c'est beau ça. Je vous mets le lien dans le chat. Et ça, concrètement, c'est mes notes du week-end pour ces deux tchals. Voilà. Globalement, j'avais rien. J'avais une page vide parce que j'avais jamais vu cette technologie avant.
Et ben, j'ai tapé ça c'est toute ma documentation en fait du week-end que j'ai tapé pendant le CTF, histoire que le jour où je retombe sur un kernel dump, bah, je sache quoi faire avec. Euh, et nous, ce qui va nous intéresser dans un tout premier temps, c'est de faire le setup. Alors, il faut faire un setup parce que ça demande beaucoup de... comment expliquer ça? Ça demande... comment est-ce que je pourrais décrire ça? Ça demande d'avoir des outils bien précis et surtout bien calibrés. On va y revenir. Donc, quand on regarde le nom du fichier, qu'est-ce qu'on voit? On voit que c'est du coup un dump kernel pour du Ubuntu 20.04. C'est une première chose. Salut Trix, comment vas-tu? Donc on est sur du Ubuntu 20.04, ça c'est bien. Et vous vous souvenez, on parlait de kernel. Donc du coup, le kernel c'est un 5.4.0 version 99. Ça c'est aussi quelque chose. En générique. CloudIMG, ça c'est pas important. Et ça c'est quand est-ce qu'il a été généré? Il a été généré le 15 février 2022. Voilà, globalement c'est ça. Alors maintenant, la grande question est de savoir comment est-ce que je débug ce truc-là. Alors, il y a un tool qui s'appelle Crash. Crash. Donc si je fais par exemple man crash, eh ben, ça vous dit que ça permet d'analyser un Linux crash dump data or a live system. Et là, c'est intéressant parce que du coup, ça veut dire que je pourrais, en live, analyser mon kernel Linux et voir ce qu'il y a à l'intérieur, ou de pouvoir analyser un dump. Et ça tombe bien, c'est ce qu'on a ici. Crash Disnum, quoi? Analyser Disnum, ça veut être... il y a beaucoup de choses à regarder. Ça va prendre du temps, ça. Donc, une première façon de faire, c'est d'utiliser Crash. Et l'autre façon de faire, qui est en fait la façon dont l'auteur pensait qu'on allait le faire, c'est d'utiliser GDB. J'ai eu un kernel panique. Typiquement, vous allez voir que quand il y a un kernel panique, aujourd'hui, on va découvrir c'est quoi un kernel panique et comment ça fonctionne en fait. Et franchement, c'est génial parce que pour moi, c'était vraiment une black box pendant très longtemps, même si j'ai pas mal étudié comment fonctionne l'architecture d'un ordinateur, etc., et comment fonctionne la RAM, comment fonctionne un CPU, comment fonctionne un kernel, etc. J'ai quand même pas mal étudié, mais sur un système moderne, j'avais jamais fait ça. Et du coup, c'est très intéressant parce que typiquement, comme je disais, on va pouvoir comprendre c'est quoi un kernel panique. Et quand il fait un panique, qu'est-ce que ça fait concrètement? Donc du coup, je disais, il y avait un premier outil qu'on peut utiliser qui est Crash, et le deuxième outil, c'est GDB. Alors GDB, c'est le El Famos debugger c'est un GNU debugger. Je peux pas dire Linux parce qu'il n'y a pas que Linux, mais concrètement, c'est le gros debugger qui permet de débugger pratiquement plein de choses, quoi. On peut débugger des applications, on peut débugger un kernel, on peut naviguer dans de la RAM, etc. Enfin, vraiment, il y a moyen de faire énormément de choses avec. Personnellement, j'ai aucune connaissance de comment fonctionne GDB en détail. Je l'utilise très, très, très rarement. Tout simplement parce que je fais pas de pawn. Juste ça, par exemple. Et très peu de reverse pour le moment. Ça va venir, mais pour le moment, encore très peu de reverse. Donc forcément, GDB, je connais pas. Et puis surtout, pour ceux qui ont vu, dans mon paper ici, surtout j'ai noté aussi beaucoup de documentation. Ça, ce sont tous les liens sur lesquels je suis tombé pendant mes recherches qui m'ont permis de pouvoir comprendre comment est-ce qu'on fait en fait l'analyse d'un dump kernel et comment fonctionne Crash, etc., etc., etc. Il y avait d'autres documentations liées spécifiquement à GDB, mais je pense pas que je les ai mises ici parce que c'était pas mon scope pour le moment. Alors, donc, comment ça marche? Alors, on pourrait par exemple aller sur une documentation, je crois que c'est celle-ci, la toute première sur laquelle j'ai été. C'est ça ici. Et alors, il vous explique comment est-ce qu'on fait un setup de Crash, comment est-ce qu'on invoque Crash, comment est-ce qu'on le run, etc., etc., etc. Alors, avant de rentrer vraiment dans tout le détail,
il faut comprendre une chose, c'est que pour pouvoir analyser un kernel, il faut ce kernel. C'est un peu bizarre à dire, mais il faut la même version du kernel, et surtout, il faut le mode debug du kernel, ce qui n'est pas, qui n'est pas de base en fait fourni par un système Linux. Donc, par défaut, si on regarde par exemple dans... si je vais faire un LL de, par exemple, de user lib... en fait, je crois même pas ici que j'ai... Si j'ai des bugs ici. Boot. Non, boot, j'ai même pas en fait. Ouais, j'ai même rien ici. Donc je pourrais même pas vous montrer ce que j'ai actuellement, parce qu'en fait j'ai rien sur cette machine-ci. Et l'autre question qu'il faut se poser, c'est... pardon, name-a. L'autre question qu'il faut se poser, c'est quelle est la version de mon kernel actuellement? Et là, je vois que la version de mon kernel, c'est 5.15.12 Tsurugi. Parce qu'en plus, c'est un kernel spécifique Tsurugi. Alors que moi, j'ai besoin d'analyser un 5.4.099 générique. Donc on n'est absolument pas sur le même type de kernel. Ça veut dire qu'il y a des fichiers qui ont été changés, il y a des headers qui ont été changés, des points H, machin, etc. Et donc, le jour où je vais analyser mon kernel, en fait, il va me donner des fausses informations parce qu'il se base sur des fichiers qui ne matchent pas, en fait, concrètement. C'est ça le truc. Donc voilà, ça c'est un point. Et ben du coup, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va y aller. On va créer notre environnement. Alors, pour créer un environnement, je ne vais pas me baser sur ma VM que vous voyez ici à l'heure actuelle, parce que tout simplement, j'ai pas envie de la péter, parce que c'est quelque chose que dès qu'on touche au kernel, je suis pratiquement sûr à 100% que je peux faire de la merde et faire péter ma VM comme je le fais tous les week-ends. Donc, j'ai pas envie de le faire. Donc, je vais éviter. Donc, pour éviter ça et pour avoir plus de facilité et de souplesse, je vais créer en fait une machine virtuelle à côté. Et surtout, je vais créer une machine virtuelle qui a le même kernel ou très très proche. Donc, pour ce faire, hop, on va sortir... je vais ouvrir un nouveau pan. Hop, voilà. Donc, je suis actuellement dans Vagrant. Est-ce que je peux scroller? Ouais, je peux scroller, super. Donc là, actuellement, c'est toutes mes VM qui sont listées. Ok. Et mon but, ça va être de créer une nouvelle VM. Voilà, on va commencer par ça. On va créer une nouvelle VM. Alors si dans le chat vous êtes largué, vous captez pas et que vous savez pas trop de quoi ça parle, dites-le comme ça je peux revenir en arrière, vous expliquer, etc. Comme ça tout le monde suit. C'est un peu le principe. Voilà. Et là, vous voyez que j'ai déjà créé une machine qui s'appelle Ubuntu 20.04 5.4.099. VM pour Virtual Machine. Oui, c'est ça. VM, ça veut dire Virtual Machine. C'est quoi Vagrant? Alors, Vagrant, ça permet de créer... Et bonjour à tous, salut. Jusque-là, tu expliques super bien. Ah, bah, c'est chouette. Vagrant, c'est un outil qui permet de créer des machines virtuelles très rapidement. Donc, je me base sur VirtualBox, mais vous allez voir que, en fait, pour créer une machine virtuelle, c'est super simple et très rapide. Donc, je vais d'abord créer un nouveau dossier. Donc, mon dossier, je vais le nommer de la même manière, mais on va le nommer démo. Voilà. Donc là, j'ai créé un nouveau dossier qui s'appelle Ubuntu 20.04 5.4.0.99 démo. Je vais rentrer dans mon dossier. Hop, c'est mon truc. Et actuellement, comme le dossier, je viens de le créer, il est vide. Et comme je vous ai dit, Vagrant, je peux vous montrer Vagrant si vous voulez en 2 secondes. Hop, hop. C'est un outil qui est fait par HashiCorp. HashiCorp qui est une super boîte. Franchement, moi je kifferais trop de bosser chez eux, mais bon, ils font que du développement pratiquement, donc niveau sécu, je pense pas qu'il y aurait grand chose à faire, mais bon, admettons. Et donc, Vagrant, c'est un outil open source qui permet de créer des machines virtuelles à la volée. Et tout ce que vous avez à faire, c'est faire Vagrant init, le nom de votre machine virtuelle, ensuite Vagrant up, Vagrant SSH, et hop, vous êtes dans votre machine virtuelle.
et vous avez rien fait. Et tout est là. Et vous êtes là en mode, oh, mais c'est génial, j'ai tapé une commande, j'ai été boire mon café, je suis revenu, et j'ai un système d'exploitation dans une machine virtuelle, préinstallé, tout fonctionnel, à jour. Et là, les gens, ils sont là, mais c'est exceptionnel ce truc, c'est beaucoup trop fort. Je fais le Candide parce que je suis sûr qu'il y a des personnes qui n'osent pas. C'est vrai. Alors, donc, effectivement, nous, c'est ce qu'on va faire. Donc, je vais faire un truc. Il est fou cet outil, ça a l'air bourrin, mais c'est génial, vous allez voir. Donc, première chose qui m'intéresse, c'est de savoir quelle machine virtuelle je veux installer. Alors, pour ça, il y a un truc qui s'appelle le Vagrant Cloud. C'est un peu le même principe que pour le Docker Hub. C'est vraiment le même principe qu'un Docker Hub, sauf que c'est pour des machines virtuelles. Et là, vous pouvez voir toutes les machines virtuelles, et il y en a mais vraiment beaucoup. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de regarder les machines qui sont de VirtualBox et de Ubuntu. Voilà, je vais me baser sur un Ubuntu. Et surtout, je sais que... hop, je prends le bon truc. Je sais que l'image en question que je veux analyser, c'est un Ubuntu 20.04. Donc, bah, du coup, qu'est-ce que je vais chercher? Je vais chercher un Ubuntu 20.04. Et là, qu'est-ce que je tombe en premier? Je tombe sur générique Ubuntu 20.04. Alors, moi, j'ai l'expérience parce que j'utilise Vagrant depuis vraiment très longtemps maintenant. Je peux vous dire, voilà, c'est celle-là qu'il faut utiliser. Vous pouvez faire plein de tests avec les différentes versions. Certaines versions sont... Il y a des trucs en plus, certaines versions, il y a des trucs en moins, etc., etc., ça dépend. Mais globalement, tout ce qui est générique, Ubuntu et Bento, vous pouvez y aller les yeux fermés. Si alors, à l'opposé, vous cherchez du Windows, par exemple, vous cherchez, par exemple, admettons, un Windows 10, il y a des mecs que vous pouvez aller chercher, vous pouvez truster sans aucun problème, notamment Gustave, lui, vous pouvez truster sans aucun problème, il fait vendre des très bonnes machines, par exemple. Après, il y en a d'autres, mais les autres, j'ai pas nécessairement de connaissances derrière. Hop, nous on retourne sur notre Ubuntu 20.04, vu que c'est ça qui m'intéresse. Donc on va prendre notre truc générique. Et d'ailleurs ici il dit, bah voilà, si tu veux créer une nouvelle machine, comment ça fonctionne? Eh ben tu tapes vagrant init générique / Ubuntu 20.04. Ok, je vais faire ça. Hop, je tape ça, vagrant init générique Ubuntu 20.04. J'attends un tout petit peu. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va créer un vagrant file. Alors oui, j'ai installé la toute dernière version qui vient de sortir, mais bon, voilà, c'est pas très important. Et il m'a créé ce qu'on appelle un vagrant file. Donc si je fais un ls, maintenant j'ai un fichier, un seul fichier, c'est un fichier texte, hein, qui est vagrant file. Preuve en est, on peut faire un code point, et on va ouvrir, et on va voir qu'il y a un fichier texte avec plein de choses en vert. Ce qui est en vert, c'est du commentaire. Donc concrètement, on pourrait carrément delete tout ça, tout ça, tout ça, que ça me permettrait quand même de pouvoir démarrer ma VM. Bon, pour le moment, on va les garder en commentaire parce que ce sont des commandes qui peuvent être utiles pour customiser la VM. Mais voilà. Et ensuite, qu'est-ce que dit le site? Le site, il dit, ensuite, tu fais Vagrant Up. Parfait, je fais Vagrant Up. Et Vagrant Up, qu'est-ce que ça va faire? Il va automatiquement créer une nouvelle machine, une nouvelle VM, vous allez voir, qui va... Alors, moi, j'ai déjà téléchargé ce qu'on appelle la box. La box, c'est un peu comme une ISO, en fait, ou un DMG sur macOS. C'est à peu près le même principe où l'idée, c'est je télécharge l'OS qui est dans une box, vraiment une boîte. Et ensuite, cette box va être l'image source pour toutes les machines virtuelles que je vais créer. Et là, typiquement, vous voyez, voilà, là, il me l'a créée. Elle est ici. Elle s'appelle Ubuntu 20.04, blablabla. Et en fait, concrètement, voilà, c'est actuellement ma machine. Comment est-ce que je fais pour revoir mes settings de base? Pop, pop, pop. Details, voilà. Et donc, il m'a créé une nouvelle machine virtuelle. Et non seulement il m'a créé une nouvelle machine virtuelle, mais en plus, il est déjà en train d'updater le système. Bon, parfois, il me met des trucs what the fuck qui ne retrouvent pas certaines archives, etc. Mais bon, ça, c'est pas très problématique pour le moment. Salut Mopex, comment ça va? Est-ce que ça se prononce Mopex ou Mopex? Du coup, parce que je sais pas. Bref.
Donc là, il est en train de faire sa petite tambouille, hein. Donc tout ce que j'ai fait, vous avez vu, hein, j'ai juste tapé Vagrant Up, et là, il fait tout le truc lui-même. Salut Njort. Et j'ai plus de musique. Pourquoi j'ai plus de musique? Attendez, je vais mettre de la musique. Hop, voilà. Un peu de musique. Je connaissais pas Vagrant, ça a l'air super sympa. Alors Vagrant, c'est vraiment un outil qui est fait pour les personnes qui veulent créer une nouvelle machine virtuelle, faire un test, détruire la machine virtuelle, relancer la machine virtuelle, refaire un autre test, etc., etc., etc. Et surtout, en fait, ce qui est très bien, c'est qu'avec Vagrant, tu peux automatiquement populer ta machine virtuelle. Donc tu peux dire, au moment où tu as démarré la machine, tu vas installer ça, tu vas installer ça, tu vas installer ça, tu vas installer un Docker, tu vas populer tout un botnet dans Docker, etc., etc., etc. Et tu peux faire plein de choses différentes. Et vraiment, c'est très, 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 très puissant. Tant de qualité dans tes vidéos pour si peu de visibilité. Oui, c'est vrai. Bah oui. Je devrais peut-être sortir de chez moi avec une pancarte qui dit Hey, je suis expert en cybersécurité, venez voir mes vidéos. Je ne sais pas, peut-être. Donc voilà. Donc, ici, qu'est-ce qu'on va faire? En fait, pour le moment, on peut boire son café. Voilà, concrètement, on peut boire son café parce que, comme je vous ai dit, il est en train de télécharger son petit bozour. Et regardez ce qu'il est en train de faire. Il fait Building Module pour le kernel 5.4.0.80. Et nous, on cherche un 5.4.0.99 ou 99 pour nos amis français. Donc, on n'est pas sur la même version. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, on n'est pas sur la même version. Il y a des petites différences qui font que, à l'analyse, ça pourrait poser problème. Globalement, normalement, ça pose pas de problème parce que fondamentalement, on reste sur la même version. Donc, on est sur la 5.4.0, donc ça reste la même version du kernel. Mais derrière, il y a quand même des petites variantes qui font qu'il pourrait y avoir des changements. Alors, je dis pourrait parce que personnellement, j'ai pas été regarder le changelog entre la 80 et la 99, donc je ne saurais pas vous dire c'est quoi toute la différence. Et donc maintenant, la machine, elle est démarrée. Si je regarde dans Vagrant, elle est bien là, elle est démarrée. Et si je fais Vagrant SSH, exceptionnel, qu'est-ce qui va se passer? 3, 2, 1, j'ai un shell. C'est beau ça, hein? Le 99, il m'a provoqué un petit saignement à l'oreille droite. C'est vrai? Mais non. La diff, ça fait 19. Oh, mais oui. Donc voilà. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? En fait, je suis dans ma VM. Hein, je suis vraiment dans ma VM là maintenant. D'ailleurs, on le voit, le prompt est différent, etc., etc. Et si je fais d'ailleurs un uname-a, on voit que je suis bien sur un Ubuntu 20.04. Je suis en 5.4.0.80 générique, etc., etc., etc. Donc là, actuellement, j'ai ma machine virtuelle. Alors, il y a deux problèmes. Premier problème, c'est comment est-ce que je transfère le fichier dans ma VM? Ça, c'est un premier problème. Pardon. Et deuxième problème, en fait, comment est-ce que je peux récupérer les bonnes sources pour le bon kernel? Alors, pour faire ça, on va faire un exit et on va faire un vagrant alt. Je vais arrêter ma VM parce que, en fait, ce que je vais faire maintenant, je vais lui donner un setting supplémentaire de sorte à ce que chaque fois qu'elle va démarrer, elle va avoir une petite configuration qui va changer. Donc, vous vous souvenez, on en avait sorti le Studio Code, que je dois peut-être avoir fermé entre-temps. Non, c'est celui-là? C'est celui-là? Ouais, démo, c'est bien celui-là. Et en fait, est-ce que je peux zoomer? Oh, super. Ah, c'est peut-être un peu trop là. Mais bon, voilà. Donc, je zoome. Et il y a beaucoup de paramètres. Vous pouvez aller directement sur le site de Vagrant. Ils ont un helper qui est pas mal pour démarrer. Moi, j'ai pas mal poncé Vagrant, donc je connais assez bien l'outil maintenant. Mais concrètement, voilà, il y a moyen de faire pas mal de choses. Une chose qui m'intéresse, c'est d'ouvrir ce qu'on appelle un dossier partagé, un synced folder. Et ce synced folder, concrètement, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire sur ma Windows, le répertoire actuel, qui est en fait là où se trouve mon fichier. Hein, donc, je suis ici dans D, Lab, Vagrant, Ubuntu, machin brol. Et dans ce dossier-là, où il y a maintenant un .vagrant et un vagrant file,
tu vas me le partager de sorte à ce que je peux lui accéder à l'intérieur de ma VM. Et à l'intérieur de ma VM, si je vais aller dans /vagrant, ça va atterrir automatiquement dans mon folder qui se trouve là. Donc, du coup, maintenant que j'ai fait cette modification, j'ai bien sauvé mon fichier, je peux refaire un vagrant up et automatiquement, la machine, elle va redémarrer parce que là, elle était à l'arrêt, elle va redémarrer, patati patata, mais cette fois-ci, elle va pas avoir un démarrage très long comme la toute première fois, parce que la toute première fois, il y a eu en fait ce qu'on appelle un provisioning, c'est-à-dire qu'on va installer tous les trucs par défaut qu'on voulait faire, mais cette fois-ci, comme la VM, elle est déjà prête, normalement, elle va être beaucoup plus rapide. Sauf que, il y a des petites particularités. Moi, j'ai des add-ons dans Vagrant, et typiquement, ils check les guest additions systématiquement à chaque reboot. Et donc, bon, là, ça peut prendre un peu plus de temps, en fait. Donc, c'est pour ça que moi, ma propre VM va prendre plus de temps à démarrer qu'elle mettrait chez vous. Tout simplement parce que j'ai un add-on très particulier, très spécifique, pour autre chose, qui fait que voilà, ça prend un peu plus de temps à démarrer. D'ailleurs, petite question, je voulais savoir quel poste tu occupes en entreprise et en quoi consistent tes tâches. Eh ben écoute, pendant que ça démarre, hop, changement de scène, on va un peu parler de moi. Donc moi, je travaille au Luxembourg et je suis Incident Handler. Voilà. Donc concrètement, je travaille dans la cybersécurité, c'est mon domaine, voilà, c'est mon domaine d'expertise. Et je travaille dans la cybersécurité maintenant depuis un petit temps, depuis quelques années. Avant, j'étais système engineer. Donc, c'est pour ça que j'ai aussi une très bonne connaissance de tout ce qui est système, réseau, etc. Parce que c'est mon truc, en fait, depuis très longtemps. J'ai aussi un background où j'ai beaucoup de connaissances hardware, mais hardware PC et data center. Mais j'exploite très peu ça au quotidien. Mais c'est juste parce que je suis passionné de ça. Donc, je suis incident handler. Donc, ça veut dire que je fais de la réponse à incident. En français, ça veut dire ça. Alors la réponse à incident, concrètement en fait je fais partie d'un CERT. Donc un CERT c'est une équipe qui fait de la réponse à incident. Donc c'est une équipe, le CERT ça veut dire Computer Emergency Response Team. Ça c'est le nom officiel. Le nom non officiel, parce que tu peux avoir des noms non officiels, c'est un CSIRT. CSIRT qui veut dire Computer Security Incident Response Team. Mais globalement c'est la même chose. C'est juste que le CERT c'est l'appellation officielle et il faut payer pour pouvoir avoir cette appellation. C'est une marque, en fait. Globalement, c'est une marque. Et donc, je fais du Blue Team. Voilà, concrètement, je fais du Blue Team. Avant, je faisais du Pentest. Donc, avant, je faisais du Red Team. Et j'ai changé. Voilà, je préfère... Mon truc, c'est plutôt le Blue Team. Et donc, du coup, je fais de la réponse à incident. Donc, ça veut dire que j'aide les clients qui... Parce que, du coup, je fais ça en consultance. J'aide les clients qui ont des ransomware, qui ont leur email qui ont été breachés, peu importe tous les types d'incidents de cybersécurité que tu pourrais rencontrer, on traite ça. Donc ça c'est un point. Ma deuxième casquette, c'est que je suis leader d'une équipe de threat intelligence. C'est pas officiel, donc c'est une team virtuelle, c'est un peu particulier parce que du coup j'ai deux casquettes. Et le principe c'est de gérer toute la partie threat intelligence de la boîte en fait. Concrètement c'est ça. Où en fait on va essayer d'avoir un maximum d'informations sur c'est quoi la menace actuellement sur Internet. Si nos clients doivent faire face à un certain type de menace, qu'est-ce que c'est, comment est-ce qu'on peut l'identifier, où est-ce qu'on peut récupérer les caractéristiques qui permettent d'identifier en fait qu'ils font face à l'heure actuelle à une menace ou pas. Typiquement, un antivirus c'est bien, mais un antivirus c'est lent à être mis à jour. Là on parle de quelque chose qui doit être assez rapide en fait. Et le temps que par exemple ton antivirus soit à jour vis-à-vis du moment où une menace sur Internet a été détectée par des chercheurs en sécurité, ça peut prendre plusieurs jours parfois. Et nous, on ne peut pas attendre plusieurs jours. Donc, on a besoin de quelque chose de plus rapide. Et pour ça, on fait ce qu'on appelle de la threat intelligence. Voilà, concrètement, c'est ce que je fais. Et voilà, pas plus que ça. Après, il y a toute la partie ici avec la communauté de cybersécurité, les CTF, les machins, etc. Mais bon, voilà, ça, on aura l'occasion d'en discuter, je pense. Donc, du coup, on est reparti. Ma VM est de nouveau relancée. Parfait. Je peux faire mon Vagrant SSH. Et du coup, je vous repartage, pour ceux qui sont arrivés entre-temps, je vous repartage mes notes
lié à ce shell que j'ai, pour rappel, donc on est sur un write-up de 2 shalls du UMD-CTF, donc c'était un CTF qui a été organisé le week-end dernier, des shalls de forensique. Et ici, bon voilà, on va commencer avec le premier. Le premier, c'est d'analyser un dump kernel. Alors, maintenant qu'on a démarré tout notre petit bazar, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller chercher les modules Linux. Et concrètement, pour faire ça, on peut déjà faire un premier truc qui est apt cache search. Et on va chercher Linux module. Alors en fait, je vous le montre comme ça. Pourquoi est-ce que je vous le montre comme ça? Comme ça, vous voyez à peu près comment est-ce qu'on recherche des modules. Mais en réalité, je pourrais juste vous mettre la command line et ça fonctionnerait très bien. Mais bon, c'est pas le principe. Et qu'est-ce qui m'intéresse? Je vais faire un grep derrière. Parce que ce qui m'intéresse, c'est d'avoir le 5.4.0. Là, vous voyez qu'on a le 5.4.0 et surtout, en fait, on a tout plein. On a toutes les versions derrière. Et donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est la version 99. Et en version 99, vous voyez qu'il y a encore beaucoup de choses derrière. Mais concrètement, qu'est-ce qui m'intéresse? Moi, c'est le générique. Donc, c'est ce qu'on recherche. Hein. On cherche le 5.4.0.99 générique. Et donc, je vais aller installer ça. Et qu'est-ce que c'est? Donc, ce sont les Linux kernel extra modules pour la 5.4.0. Donc, j'ai besoin de ces premiers modules pour pouvoir faire le debug. Donc, je vais faire un sudo apt install de ce truc-là. Et là, il va faire sa petite tambouille. Ça va prendre 2-3 minutes. Et alors, une fois que ça s'est fait, il y a un autre outil qu'on va installer, c'est Crash. Et donc, du coup, Crash, c'est vraiment l'outil qui va nous permettre de pouvoir analyser notre kernel. Donc, du coup, Crash, je peux déjà regarder si je l'ai ici. Et là, il me dit, ah, Crash, je connais pas. D'accord, donc je vais l'installer. Donc, sudo apt install Crash. Donc, vous pouvez utiliser Crash, vous pouvez utiliser GDB, c'est comme vous voulez, en fonction de l'outil dans lequel vous êtes skillé. Et si vous avez 0 skill, moi, personnellement, je préfère Crash parce que c'est beaucoup plus user-friendly, c'est beaucoup plus simple d'utilisation. Et donc, maintenant, si je lance Crash, on voit que ça fonctionne. Donc là, on est très très bien. Par contre, il y a un petit problème. C'est que là, on a Crash ne se base pas sur GDB. Oui, tout à fait, il se base sur GDB. C'est vrai que j'aurais dû le spécifier. C'est un peu un... comment est-ce que je peux expliquer ça? Une interface pour GDB? C'est un peu une interface pour GDB, hein, finalement, en fait. Bien, bonne réflexion. C'est tout à fait ça. Et vous allez voir d'ailleurs, en plus, quand on va commencer les analyses, que dans Crash, en fait, on peut lancer des commandes GDB, carrément. Donc, c'est vraiment très pratique d'utiliser Crash, je trouve. Enfin, personnellement, je ne connaissais pas l'outil avant, et depuis que j'ai découvert ça, j'étais là en mode, mais c'est génial ce truc, c'est beaucoup trop fort. Alors, il nous reste donc 2 choses à faire. C'est qu'à l'heure actuelle, on n'a pas les symboles de debug dans notre kernel Linux. Ce qui veut dire que quand on n'a pas de symbole de debug, on ne peut pas avoir les bons noms des fonctions, etc., etc., etc. Et là, c'est l'horreur. Enfin, il le faut impérativement pour faire ce qu'on va faire ici. Il le faut impérativement, surtout dans le sens où on va essayer de déterminer les structures internes du kernel. Donc des structures internes, c'est quoi? Ce sont des classes en C. Hein. Donc ce sont des classes qui ont des structures avec des noms de variables, etc., etc., des attributs plutôt. Et ces attributs-là, on va les utiliser. Parce qu'en fait, on veut avoir la valeur d'un attribut à un moment précis. Et c'est ça qui est intéressant de regarder dans ce qu'on va faire maintenant. Et donc pour faire ça, en fait, il faut les symboles de debug. Alors pour avoir les symboles de debug, j'ai un peu galéré pour trouver le truc. Donc du coup, c'est dans le GIS. Hein. Mais concrètement, il faut aller récupérer les debs. Alors je sais pas pourquoi il y a un deuxième D devant. Distributed debs peut-être? Je sais pas. Et ensuite, on va récupérer un lsb-cs. Donc si on fait par exemple lsb release, qu'est-ce que ça fait? Par exemple, -a,
il va automatiquement m'afficher la version de mon OS, pardon, le nom de mon AS. Donc ici c'est un Ubuntu, ça pourrait être un Debian, ça pourrait être n'importe quoi. La version, là vous voyez que je suis en 24.2. Un LTS, ça veut dire Long Time Support. Long Time Support, c'est bien, ça veut dire que vous allez avoir des mises à jour de sécurité pendant très longtemps. Donc vous êtes parti pendant 4 ans, 6 ans, si ça vous intéresse, il n'y a pas de problème. Et le codename, c'est Focal. J'ai jamais compris leur délire de mettre un codename. Mais bon, même chose pour Debian en fait. Il y a beaucoup de gens qui parlent de Debian avec les codenames. Mais en fait, c'est tellement plus simple de parler de la release en fait. Mais bon, ça c'est juste mon avis personnel. Et donc si maintenant je fais un LSB-CS, CS, voilà. Là, il me dit Focal. Alors pourquoi est-ce qu'il me dit ça? Parce que ici, dans les types de packages que je veux récupérer les Focal Updates. Mais comme ici, c'est une commande qui est générique pour n'importe quel OS, bah en fait, c'est pour ça que c'est mis là-dedans. J'aurais très bien pu remplacer ça par Focal, et ça marcherait très bien aussi. Hein. Voilà. Donc, hop, on est reparti. Donc, qu'est-ce que ça fait? Je vais en fait faire un écho de toute cette ligne-là, et je vais le mettre où ça? Je vais le mettre dans etc apt source et les debs.list. Alors, en gros, ça veut dire que je vais rajouter un repo supplémentaire dans mes paquets. Ce qui va me permettre de pouvoir installer des trucs supplémentaires. Parce que de base, ce n'est pas présent dans les repos de base de Linux. Donc je fais ça, et il me l'a affiché ici, mais il me l'a également copié ailleurs. Donc je vais aller regarder dans etc. Donc si je fais un cat de etc apt source, .d, et que je cherche mon deb, qu'est-ce que je retrouve? Je retrouve ma ligne. Et là, on est très content. Donc ça, c'est la première ligne. Ensuite, on a une deuxième ligne qui est à peu près similaire, hein, on ne va pas se le cacher. Donc on a une deuxième ligne qui est à peu près similaire, sauf qu'au lieu de prendre les updates, on va prendre les proposed. Alors je ne connais pas tous les détails, les tenants et les aboutissants de chaque repo, c'est pas mon truc. Donc je vous invite à utiliser notre ami Google ou n'importe quel moteur de recherche si vous avez envie d'avoir plus d'informations. La seule truc intéressant ici, c'est le "-a", qui permet en fait de faire un append. Donc en fait, je ne vais pas écraser mon fichier, je vais ajouter cette ligne-là à mon fichier. Et donc si maintenant je regarde, j'ai bien mes deux lignes. Ça, c'est super. Donc maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire un sudo apt update. En faisant un sudo apt update, automatiquement, vous voyez que il va commencer, il va les récupérer, il va faire un get ici, des focales machin truc, et il se peut effectivement de temps en temps que ça pète. Voilà, ça peut arriver de temps en temps, mais concrètement, voilà, ici je pense qu'il a quand même récupéré celui-ci, donc ça devrait normalement pas poser de problème. On va vérifier, mais normalement ça devrait pas poser de problème. Si on voit que ça pose problème, j'éditerai peut-être mon gist alors et on verra. Mais il m'a fait un GPG error, je suis pas fan en fait. J'aurais peut-être... Ah, est-ce que j'ai oublié de rajouter ma key? J'ai peut-être oublié de rajouter la key. Ouais, peut-être que j'ai oublié de rajouter la clé PGP pour pouvoir signer le truc. On va quand même essayer. On va voir si je peux installer mes symboles de debug. Ouais, il me le trouve pas. Ok, ça va. Donc il m'a pas updaté mon repo. Bon, il faut que je fixe ça. Donc pour fixer ça, faut que j'aille chercher la clé, blablabla, blablabla, mais là j'ai pas envie de le faire en live. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va juste switcher en fait sur l'autre VM. C'est pas grave, hein. Franchement c'est pas un problème vu qu'en fait en réalité, là je vous ai déjà montré tout le setup globalement pour permettre d'arriver à l'autre VM. Donc il n'y a vraiment aucun stress. On est sur le même truc, quoi. Donc je vais switcher sur l'autre. Je vais faire un CD de ça. Du coup, je vais faire un vagrant status pour savoir si la machine est déjà démarrée ou pas. Parce que je ne sais pas si elle est déjà démarrée, elle est en power off. Ok, donc je vais faire un vagrant up. Et là, je vais la démarrer. Ici, il y a déjà le fichier, etc. etc. Donc, on va pouvoir continuer directement avec Crash. Alors,
si on analyse en attendant le truc, qu'est-ce que j'ai mis comme information dans mon petit truc ici. Donc concrètement, crash, on va loader le fichier en question, le kdump, et à côté de ça, on va lui donner la version générique du kernel Linux qui nous intéresse. Et cette version-là, en fait, à côté de ça, on lui a demandé d'installer, c'est ça le truc ici, on lui a demandé également d'installer la partie symbole de debug qui va permettre justement de pouvoir analyser tout en détail. Donc, du coup, voilà, ma machine, elle a démarré. Super. Donc, je vais faire vagrant SSH. Voilà. Et cette fois-ci, je vais aller dans /vagrant. Comme ça, ici, j'ai mon fichier qui est là. Donc, c'est le fichier que j'ai envie d'analyser. Et donc, dans l'analyse de ce fichier, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais faire crash de mon fichier. Et puis, je vais aller chercher mon kernel. Parce qu'en fait, il faut que crash sache sur quel kernel on se base. Par défaut, je pourrais lui dire de se baser sur le kernel du système à l'heure actuelle. Mais comme la version du kernel du système actuel n'est pas la même que celle que je veux analyser, ça va pas. Donc il faut que je lui donne une autre version. Donc l'autre version, elle a été installée déjà. Et donc elle se trouve dans boot et ça s'appelle VM Linux machin. Et là, crash est en train de démarrer. Et la première chose qu'il va faire, c'est il va regarder les symboles, machin, etc. Et donc il va faire globalement une analyse et un mapping de toute la mémoire. Et une fois que c'est fait, en fait, il va déjà me donner des informations de base. Donc, vous vous souvenez quand on lançait par exemple un volatility pour de la mémoire, c'est le même principe. Il va nous donner aussi plein d'informations. Sauf que il n'y a pas un profil, parce que le profil, en fait, on l'a déjà donné avant, vu que c'est le principe du kernel, en fait. Voilà, c'est un peu le principe de base. Il nous dit c'est quoi le dump file, il nous dit combien de CPU il y a actuellement, il nous dit quel jour on est. D'ailleurs, en fait, il manque juste le numéro du jour. C'est un peu bizarre. Et en plus, c'est même pas... Non, c'est pas... Je sais pas. C'est bizarre. Ben non, c'était le 3 mars. Pourquoi le 3 mars? C'est pas ce jour-là que ça a été fait? Oh, c'est un peu bizarre, ça. Ok. Et merci, Rods, pour ton follow. Bienvenue à toi. Le uptime, blablabla, c'est pas important. Le nombre de tasks qui étaient actuellement présentes, etc., etc. Enfin voilà, il y avait pas mal de choses. Ça, c'était la quantité de RAM qu'il y avait sur la machine. Et là, je parle de la machine qui était sur laquelle on a fait comment dirais-je, le dump. Ici, on voit effectivement, et c'est là, tu vois, Louis par exemple, ici on voit kernel panic, not syncing, et on voit un sysrequest triggered crashed. Alors sysrequest triggered crashed, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, le kernel panic pour pouvoir dumper le kernel a été lancé à la main, on va dire ça comme ça, il a été généré à la main. C'est pas un problème hardware par exemple, typiquement. Et la commande qui a fait ça, c'est bash, typiquement. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on peut commencer à regarder? Alors, la première chose qu'on peut commencer à regarder, c'est par exemple la backtrace. La backtrace, ça permet de déterminer l'application en question qui a fait le crash. Donc ça, c'est la première chose. Donc si on veut regarder effectivement qu'est-ce qui a généré le crash du kernel, on regarde la backtrace. Et la backtrace, il nous dit quoi? Il nous dit qu'effectivement, on a eu un syscall d'un sysrequest, le sysrequest qui était en fait généré par un panic, qui était en fait généré par une machine kexec. Et donc on a lancé kexec pour faire une exécution kernel d'un panic. Voilà, le dump a été fait de quelle façon? J'ai pas demandé à l'auteur du châle, je sais pas. Elle a certainement été fait avec je sais plus. Je sais plus. Peut-être avec Crash. Tu peux peut-être
Attends, il y avait... Non, non, non. Il y avait un tool qui permettait de dumper et de faire de générer un crash dump. Mais j'ai plus l'info. Comme je disais, je suis pas ultra balèze, je découvre encore, donc je peux pas répondre à toutes les questions. Autre chose intéressante, ce sont tous les registres. Donc on voit les principaux registres qui nous intéressent. Par exemple, l'instruction pointer, le stack pointer. On a les registres de base avec le AX, BX, CX, DX, qui sont les trucs de base, etc., 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 etc. Donc ça, c'est vraiment on va dire, le truc de base. Aussi, chose intéressante, c'est l'histoire du 33 qui se trouve ici. Alors, je reprends mes notes parce que j'ai déjà oublié la moitié du trois quarts. Alors, c'est le code du crash. Donc, la seule chose qu'il faut retenir, c'est si, par exemple, la fin est paire, ça veut dire que le crash s'est passé au niveau kernel. Si le crash est impair, ça veut dire que le crash s'est passé au niveau user. Donc rappelez-vous, je ressors le petit schéma. Rappelez-vous que actuellement, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait ici un kexec. Donc on a lancé un kexec. Et le kexec, il a fait un syscall, etc., etc. Et ça, c'est ce qu'on voit. Hein. C'est vraiment ce qu'on voit ici. Hein. Donc on voit qu'il y a eu un kexec qui a été fait. Le kexec, il a envoyé un sysrequest. Le sysrequest, il a fait un call, machin, 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 etc. jusque à faire le crash en question. Et donc dans ce cas-ci, on voit bien que c'est impair, et effectivement, parce que kexec, il a été exécuté côté utilisateur. Donc voilà, ça c'est l'info à retenir. Ok, ça c'est bien. Maintenant, moi ce qui m'intéresse aussi, c'est par exemple de regarder le backtrace de tous les process. Et de manière générale, bon déjà il y a le helper, on peut taper help, et on peut voir les commandes. Et donc par exemple on a bt pour le backtrace, mais on peut faire help bt, et automatiquement il va nous sortir le helper de la backtrace. Et ensuite, par exemple, je sais pas, j'ai pas d'exemple en tête, mais je pourrais aller plus loin. Je pourrais dire par exemple help, un truc par exemple c'était qu'est-ce que j'avais regardé, je recherche, qu'est-ce que j'avais regardé, VM, voilà, help VM. Et alors je pouvais taper par exemple, je crois -p, vm-p, voilà. Et il me sortait des trucs supplémentaires liés à ça. Enfin bref, peu importe. Donc voilà, on peut aller assez loin avec le helper, c'est plutôt pas mal. Donc un des trucs qui existe, bon vous n'allez pas le voir, enfin si vous le voyez ici, voilà, for each. Donc par exemple si je fais help for each, il va dire display command data for multiple tasks in the system. Donc par défaut, si je fais maintenant bt, c'est un seul process, c'est le process actuel qui avait fait le crash. Et d'ailleurs, on voit également aussi sur quel CPU il tournait. Donc, il tournait sur le CPU 1, sachant qu'il y avait deux CPU, donc le CPU 0 et le CPU 1. Mais si je fais maintenant for each bt, alors je vais faire un pipeless parce que du coup, sinon vous allez être complètement floudé. Qu'est-ce qu'on voit? On voit tous les process. Alors, on voit un PID 0, qui est le swapper, qui permet de swapper les pages de mémoire. Donc ça, c'est une chose intéressante à regarder. Et aussi, chose intéressante, c'est qu'il y a un /G0. Pourquoi? En fait, parce qu'il tourne sur le CPU 0. Et il y a un /1 qui tourne sur le CPU 1. Mais ils ont tous les deux le PID 0. Ça, c'est une petite information intéressante. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a ici, on voit que typiquement, sur ce système-ci, il utilisait systemd et pas initd, par exemple. Et là, on a le PID 1. Etc., etc. Et lui, on voit que c'est sa petite popote, tranquillou. Toujours, il tournait en mode user, on le voit ici, etc., etc. Il y a des choses, apparemment, où on ne voit pas tout. Ici, par exemple, les 4 threads, etc., qui, ça, sont vraiment des choses spécifiques au kernel. Mais j'ai pas de raison, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on ne voit pas les registres. Bonne question, je ne sais pas.
Mais du coup, Crash se focus vraiment sur debug le kernel, non? Oui, oui, tout à fait, c'est ça. Donc en fait, l'idée, c'est de pouvoir, et tu peux également le faire en live, hein, c'est comme avec GDB, tu peux en live regarder pourquoi est-ce que tu as un crash dans ton kernel, par exemple. Et tu peux certainement faire beaucoup d'autres choses que je ne suis pas au courant. Donc voilà, on a pas mal d'infos comme ça, on peut regarder, etc., etc. Un autre truc qui est intéressant de regarder, bah, c'est comme PS, hein, comme pour un système classique, où on va pouvoir lister tous les process de notre système. Et là, vous allez voir que, regardez, on a quand même toute la liste des applications qui ont été tournées par l'utilisateur. On a le Snapd notamment, on a un SSHD, on a un bash, on a du sudo, etc., etc. Donc ça, c'est pas mal aussi. Qu'est-ce qui peut être pas mal aussi de regarder, c'est, bah voilà, maintenant je veux par exemple regarder la backtrace spécifique à SSHD. Je pourrais faire par exemple, alors si je fais set par exemple, il va m'afficher le process actuel, mais si je veux changer de contexte, je pourrais dire set par exemple pour, je sais pas moi, admettons SSHD, celui-là par exemple. Le PID c'est 4830, on se met 4830, il m'a le changé. Et alors, si je dis pas de conneries, il me l'a bien changé, parfait. Et là, maintenant, ma backtrace, on a la backtrace de SSHD. Merci Bleu Bleu Noir pour ton follow, bienvenue à toi. Et voilà, et en fait, vous pouvez regarder comme ça comment ça marche, etc. On voit qu'il est schedulé. Pourquoi est-ce qu'il est schedulé? Je sais pas, peut-être que voilà, peut-être qu'il était pas en RAM à ce moment. Pardon, peut-être qu'il n'avait pas droit à un cycle CPU à ce moment-là. Je sais pas, mais il tournait sur le CPU 0, donc je sais pas, je sais pas. Personnellement, j'ai pas encore toutes les connaissances de tout ça, donc je sais pas. Mais il y a certainement beaucoup de choses à apprendre. Un autre truc qui est pas mal aussi, ce sont les logs. Et donc on peut regarder les logs kernel, de voir qu'est-ce qui s'est passé. Et donc là, on a les logs qui dit regarde, je me suis connecté avec tel périphérique PCI qui est sur la carte mère ou autre, blablabla, blablabla. Enfin voilà, il y a pas mal d'informations qui peuvent, à mon avis, être très intéressantes. Et surtout, chose qui est intéressante sur la fin, vous voyez que ici, il y a donc un sysrequest. Donc il y a une requête pour trigger un crash. On a effectivement un kernel panic avec le sysrequest. Et ça se passe où? Ça se passe sur le CPU 1. Et est-ce qu'on peut voir d'autres choses intéressantes? On a le callback, pardon, le call trace ici, blablabla. Mais concrètement, tout ça, bah, on l'a déjà vu avec le backtrace. Et même chose ici, bah, c'est toutes des informations qu'on peut retrouver avec le backtrace. Alors, là, je vous ai un peu montré concrètement les prémices de qu'est-ce qu'on peut regarder avec, dans un dump d'un kernel. Gardez en tête que c'est aussi quelque chose qui est nouveau pour moi. Donc, j'ai pas tout ça. Attendez, je vais remettre ça, et je vais remettre ça. Voilà, c'était ça que je cherchais. Donc voilà, on a ça. Et une fois que ça c'est fait, maintenant ben, on va quand même se concentrer sur le chal, parce que c'est un peu le principe de base en fait, le chal. Donc, le premier chal, qu'est-ce que c'est? On va retourner dans les chals. Et dans les chals, qu'est-ce qu'on a ici? On a du coup... Alors, le kernel a eu un accident. Est-ce que tu peux déterminer c'est quoi la scène du crime? Et alors, si vous remarquez bien, il y a un P en trop, il y a un W en trop, et il y a un D en trop. Ça fait PWD. Et PWD, guess what? Ça donne un path. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on cherche ici? On cherche un path. Alors, on cherche un path lié en fait à où est-ce que le crash s'est passé. Donc vous avez vu que... je reprends le truc ici. Hop, voilà. Donc vous avez vu que... est-ce que j'écris bien dans le bon truc là? Voilà, ok, parfait. Je suis où? Je suis là-dedans. Donc on va redescendre. Et on avait un bash. D'ailleurs, je sais même plus c'était quoi le... Ah si, on le voit ici avec la flèche. Donc avec la flèche, on voit c'est quel PID qui a craché. Donc c'était
Donc si je fais par exemple 7 5206, voilà, on voit bien le task running en panique, parfait. Donc si je prends mon backtrace, j'ai ces informations-là. Maintenant, la question est de savoir, j'étais dans mon bash, mais où est-ce que je me trouvais sur le file system à ce moment-là? Et c'est globalement la question qui se pose. Alors, normalement, il y a des solutions, enfin, il y a des manières de faire avec GDB, et techniquement, il faudrait déjà aller dans les structures du kernel pour pouvoir récupérer cette information, patati patata. Mais, c'est ça le cheat, mais en fait, il y a un truc qui est vraiment pas mal, c'est que si on tape file, et ben en fait, file, ah non, c'est pas file, merde, je dis de la merde en plus. Attendez, je dis de la merde, c'est pas ça. C'est pas ça? Si, ça devrait être ça. C'est pas ça? Info? Attends. Ah non, c'est info? Non. Info? File? Non, je dis de la merde. Attendez. Je suis perdu. Non. C'était où? Attends, mais c'était ça quand même? C'était avec file? Qui permettait de pouvoir voir le truc. Je suis en train de regarder en même temps dans ma doc, hein, mais normalement c'est ça. Tiens, c'est bizarre ça. Pourquoi est-ce qu'avec file, il me l'affiche pas? Il m'a fait juste une structure. Ah bah je sais pas. Non, c'est pas avec ça. Là, il va m'afficher les slabs. C'est pas ça du tout. Ah! Avec un S. Merci. Voilà, ok. J'étais là en mode PLS, en mode, mais si, c'est ça. En fait, c'est files avec un S. Ok. Et donc, concrètement, là, on voit tous les fichiers qui sont ouverts par le process. Et on voit notamment la colonne qui s'appelle FD pour File Descriptor, avec tous les types de fichiers qui sont ouverts par ce process-là. Il n'y en a pas beaucoup, hein, concrètement. Et surtout, chose intéressante, c'est que en fait, on voit où se trouve le bash actuellement, dans quel path il se trouve. Et donc là, il se trouvait actuellement dans Home Ubuntu et on avait ici un B64. Et là, du coup, qu'est-ce qu'on fait? Hop, on va là, on va dans CyberChef et on tape ça là-dedans, on fait un magic et on a le flag. Voilà, ça c'était l'étape numéro 1. Donc jusque-là, pas très compliqué. On rentre dans Crash, on tape File avec un S et on est bon. Ça, c'était le truc easy, entre guillemets. Et le problème, il est là en fait. C'est que maintenant, il y a le truc hard. Et j'ai pas envie de rentrer dans le truc hard. Mais je dois vous l'expliquer quand même. Alors, concrètement, comment ça marche? Alors, ici, déjà, on va d'abord retourner sur... non, c'est pas celui-là. Hop, c'est celui-ci. On va déjà retourner d'abord sur celui-ci. Donc, kernel infernal 2. Alors, il dit que une valeur importante quand on fait du forensic mémoire de manière générale, et dans ce cas-ci, c'est pour du kernel, c'est de regarder la valeur de CR3. CR3, c'est un registre, et il a une certaine valeur. Et cette valeur, c'est une adresse, en fait. Et il a une adresse et une valeur, et la question est de savoir, c'est quoi sa valeur. Et en fait, il peut y en avoir plusieurs. Donc, il peut y avoir plusieurs registres CR3. En fait, breaking news, il y a un registre CR3 par process. Globalement, c'est ça. Mais ici, il ne veut pas n'importe quel process. Il veut le premier process. Et il veut le premier process après le boot du kernel. Alors ça, il fallait le savoir. J'ai dû discuter avec l'auteur du chal pour qu'il me dise ça. Donc, on a ça. Et
concrètement, comment ça marche? Alors, là, j'ai passé 10 heures, véridique, 10 heures à chercher c'est quoi le CR3, c'est lié à quoi, comment est-ce que je peux le récupérer, etc., etc., etc. Et je vais vous sortir plusieurs liens en fait, parce qu'il y avait vraiment des liens très intéressants. Notamment un truc sur Stack Overflow que j'ai pas mis ici. Je vais aller chercher directement là-dedans. Je vais aller chercher directement là-dedans. UMDCTF. On va chercher dans les fils, dans les archivés, le kernel. Et c'est celui-là. Ah, ça a l'air d'être celui-là. Parfait. Hop. On va le sortir ici. Voilà. Alors, concrètement, le gars, qu'est-ce qu'il cherche? Hop, hop. Je gère un peu mes pages. Donc, concrètement, l'auteur, qu'est-ce qu'il voulait savoir? Il voulait savoir c'était quoi le CR3. Alors, le CR3, on a une petite explication à plusieurs endroits différents. Attendez, je vais pas prendre ce lien-là, c'est pas le plus explicite. C'était celui-là. J'ai pas de page qui s'ouvre. Hop, 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 hop. Non, c'était pas celui-là. C'était un truc en chinois, en fait. Je vous jure. C'était le lien le plus utile. Non, c'est pas ça. Ah, on va tous les faire. Hein. Hop, 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 hop. C'est pas ça, c'est pas ça. Ça, c'est des slides. Mais vraiment, tous les liens sont super intéressants. J'ai appris beaucoup de choses. C'est pas ça non plus. What the fuck? Attendez. Peut-être que je l'ai gardé ici alors. Ah, ben oui, voilà, c'est celui-là. Hop, hop. Alors, rien de tel pendant un CTF de tomber sur des explications en chinois. Et là, on se dit, merci Google Translate. D'ailleurs, sur Firefox, en fait, j'ai pas de Google Translate, je crois. Donc, je l'avais fait directement sur Chromium. Hop. Voilà. Et là, j'ai un truc qui me dit... Voilà, parfait. Il me le translate en anglais. Super. Et donc, on a un peu... Voilà, bon, j'ai beaucoup lu et appris beaucoup de choses. Et concrètement, il y a plusieurs registres, CR0, CR2 et CR3 notamment. Et ces CR, ce sont des contrôle registres. Ce sont des registres de contrôle. Alors, ce sont des registres de contrôle qui, notamment, pour le cas du CR3, est un registre, je skip un peu toutes les explications, j'essaie de trouver là où en fait ça devient très intéressant. Est-ce que... Ah, ça c'est le CR1, 0, 0, voilà, CR3. J'essaie de trouver un endroit où l'explication est assez claire en fait. C'est surtout ça qui m'intéresse. Parce que c'était vraiment pas simple de comprendre ce que c'est le CR3 en fait. Donc concrètement, je vais expliquer comme ça. Je vais essayer de l'expliquer avec des mots simples. Donc concrètement, on a dans le kernel, donc dans le kernel, vous savez, c'est toutes des structures de classes en C. On a à chaque fois des objets, on va les appeler des objets, ce sont des structures, et chaque structure est responsable d'un truc en particulier. Et notamment, il y a une structure qui est le memory management. Et de ce memory management, en fait, on va pouvoir déterminer pour chaque process où se trouve le tableau de la page qui décrit... comment est-ce que je peux essayer d'expliquer ça? Je vais vous le faire avec un petit schéma. Je pense que ça va être plus simple, beaucoup plus simple. Donc, hop, on va diminuer ça.
même si je ne suis pas une bête en mémoire, mais je vais essayer de vous expliquer ça. Et si je dis des conneries, dites-le moi. Donc concrètement, on est en mémoire. Donc on est en mémoire, bon ça c'est la mémoire, admettons. Et dans notre segment mémoire, admettons que c'est notre segment mémoire, on a une page. Donc on a une page, on peut en avoir plusieurs, hein, en fait, des pages. Et ces pages-là, en fait, elles sont également sur le disque. Donc ça c'est mon disque. Elles vont être stockées sur le disque, notamment, aussi. Il y a aussi une autre notion importante, c'est le fait que, en réalité, donc admettons, ça c'est mon process 1, ça c'est mon process 2. Même chose, avec chaque fois des pages, etc. Peu importe, il y a des pages un peu partout. Et ma RAM physique va être en fait des pages en question qui vont être liées avec chaque fois certaines pages qui sont loadées, d'autres qui ne sont pas loadées, etc. etc. Le truc, c'est que pour chacun des process, il doit y avoir ce petit lien-là vers le disque qui dit où se trouve l'adresse de toutes les pages. Donc en fait, j'ai besoin d'une bibliothèque, un dossier, un fichier, on appelle ça comme on veut, où à l'intérieur, il y a l'adresse de toutes les pages qui m'intéressent. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? C'est parce que, comme je vous ai dit, un process en question, un process c'est quoi? C'est du code, du code, du code, du code, du code, et encore du code. Et chaque fois qu'il y a du code, en fait, ça peut être une page différente. Une page, c'est 4K, hein, donc 4 kilobytes. Donc forcément, bah, si vous mettez, je sais pas moi, 4 mégas en RAM, eh ben, ça va vous faire en fait 1024 pages. Donc ça, c'est un point. Le truc ici, c'est que il se peut, pour par exemple un malware, qu'un malware, il vient s'intégrer à l'intérieur et va rajouter une entrée dans une page. Tant qu'il y a des pointeurs en C, on est sauvé. C'est l'horreur. C'est vraiment l'horreur, ces trucs-là. Et après, je maîtrise pas tout, hein, et ça fait très longtemps que j'ai pu parler de ça en plus, donc c'est un exercice, c'est vraiment un gros exercice pour moi. Et le problème, en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est de découvrir une page, ici, parce qu'en fait, pour chacune des pages, il y a des flags, on va le voir, les flags, et ces flags-là peuvent déterminer si une page a été modifiée ou pas, éventuellement par un autre process. Et c'est ça le truc qui est en fait très intéressant. Pourquoi est-ce qu'on fait tout ça dans du forensic? C'est pas juste pour se prendre la tête avec un crash dump et de chercher dans le kernel. C'est parce qu'en réalité, il y a des malwares, ce qu'on appelle des rootkits dans ce cas-ci, qui peuvent directement aller changer une page en mémoire. Et s'ils font ça, ça veut dire qu'ils peuvent exécuter du code au travers d'une autre application. Et ça, c'est un réel problème. Donc, du coup, ça sert à ça en fait de faire cette investigation. Alors, concrètement, le premier process qui tourne, on l'avait vu, si je fais PS, ce sont mes swappers. Ça, ce sont mes premiers process qui tournent. Et c'est ces process-là qui m'intéressent. Alors, si je fais par exemple VM de 0, qu'est-ce qu'il va me sortir? Il va me dire, tiens, regarde, pour VM0, actuellement, il n'y a pas de memory management. Actuellement, il n'y a pas de... putain, PGD, c'était quoi? Ça veut dire quoi encore ça? PGD, 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 PGD. Je sais même plus ce que ça veut dire. PGD. PGD memory kernel. Qu'est-ce que ça veut dire encore PGD? Je le savais, hein. Je le savais, je sais plus. Ah, voilà, le Page Global Director. Voilà. Et le Page Global Director, c'est ce qu'on cherche, justement. C'est vraiment ça qui nous intéresse. Alors, il y a pas mal d'informations intéressantes. Je pense que c'est listé d'ailleurs là-dedans. Bah, peut-être dans un des slides, justement. Est-ce que c'est dans un des slides, je pense, qui explique déjà pas mal de choses sur comment est-ce qu'on fait un crash, comment ça fonctionne, patati patata. Qu'est-ce que c'est l'outil, de manière générale aussi.
bla 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 bla. Donc c'est un peu tout ce que je vous ai expliqué ici. Donc ici on peut déterminer les tasks priority et les tasks policy. Mais surtout en fait ce qui est intéressant avec les tasks c'est de regarder la structure d'un task. Et c'est tout l'intérêt en fait d'utiliser par exemple Crash. C'est qu'ici vous avez une adresse virtuelle. Ok, ça c'est une adresse virtuelle. Dans cette adresse virtuelle, je vais aller chercher, par exemple, ma structure. Donc, si je fais maintenant, par exemple, un for each VM, je vais afficher mes tasks de chacun de mes process. Et vous voyez, par exemple, systemd, lui, on a bien son adresse ici de son PGD. Donc, pour rappel, PGD, c'est Page Global Directory. C'est ça, hein, je crois. Et Page Global Directory, c'est vraiment là où se trouvent toutes les pages du process. C'est ça le truc le plus riche en fait. Le truc c'est que pour les PGD de la swapper, ben, on les a pas en fait. Et concrètement, le PGD du swapper c'est très important parce que cette information là, ce n'est pas dans le userland comme on pourrait l'imaginer, mais c'est le PGD du kernel à proprement parler. Et ça, c'est très intéressant, parce que ça veut dire que si on... Enfin, c'est pour spotter un rootkit, en fait, hein, globalement, c'est ça l'idée. Donc, ben, où est-ce qu'on va aller? On va aller via la task. Donc, petit truc, c'est qu'il y a struct, donc il y a une commande struct qui existe. Et struct, ça fait quoi? Ça veut dire, ben, affiche-moi le contenu de la structure. Donc là, on est, gardé en tête, on est toujours sur un truc en C. Hein. Donc, par exemple, si je fais struct, non pas ça, c'est pas du tout ça, vm0, struct de ma task, admettons celle-ci, hop, je fais ça. Oups, j'ai oublié de lui demander, de lui dire c'est quoi... Ah, attendez, parce qu'en plus j'ai chaque fois des petites emmerdes. Si je fais struct, je dois lui donner le format de quelle structure je cherche. Donc moi je cherche une structure qui est de type task struct. Il faut le savoir, il faut chercher. Hein. Bon, voilà. Voilà. Ensuite je vais lui donner l'adresse en mémoire. Et là automatiquement il va m'afficher la structure. Donc il m'affiche une structure de type task struct pour ce que je voulais, mon adresse en fait, tout simplement. Et il m'a dumpé toutes les informations à l'intérieur. Donc c'est génial parce que je ne dois même pas utiliser un autre outil pour faire ça derrière. Donc c'est assez cool. Et là, je vois vraiment plein de choses intéressantes derrière. Je vois les traités info, je vois les machins, etc. etc. Si je scroll, qu'est-ce que je peux voir aussi? Je vois des statistiques. Je vois, par exemple, les schedule tasks. Je vois des nodes, Easy Active Timer, blablabla, c'est pas intéressant. Mais CPU Mask, ça peut éventuellement être intéressant, etc., etc., etc. Et là où ça devient intéressant, je vois du Memory Management. Et je vois le Active Memory Management qui est là. Et là, je me dis, intéressant, parce que le Active Memory Management, encore une fois, il faut aller chercher dans la documentation, mais concrètement, le Active Memory Management, c'est ça qui m'intéresse. Donc, je veux ce truc-là. Alors, au lieu de scroller comme un malade pour arriver à ça, on peut juste récupérer Active Management. Et vous allez voir qu'il y a un truc qui est super cool. C'est que je peux faire directement des appels en faisant taskstruct.un objet. Par exemple, ActiveMM. En faisant ça, il me sort directement le ActiveMM qui se trouve là. Hop. Et voilà. Et là, on est pas mal. Alors, une fois que on a ce ActiveMM, la question est de savoir c'est quoi cette structure ActiveMM. Et donc, en fait, en réalité, ActiveMM, c'est de type MM, tout simplement. C'est le type MM. Et donc, si je vais par exemple un struct de MM struct de cette adresse-là,
Après, on ira voir dans le code du kernel si ça vous intéresse pour voir ça. Et je tombe sur la structure du memory management de cet objet-là. Et donc, vous imaginez, en fait, on est un peu dans un format Papyrus où j'avais à la base ma task, qui était mon process. Dans ma task, j'ai mon memory management, qui est un module de mon process, parce qu'en fait, ça fait partie du kernel, hein, c'est imbriqué, c'est comme ça. Et de ça, de ce memory management, maintenant, qu'est-ce qui m'intéresse, c'est de récupérer le PGD. Et regardez, qu'est-ce qu'on a là? C'est pas mal, ça. On a le PGD qui est ici. Et donc voilà. Et en fait, une fois qu'on a le PGD, bah, c'était globalement ça le flag en fait. C'était ça l'idée. Et donc on pourrait le récupérer encore plus rapidement en faisant mmstruct.pgd par exemple. Et là, on aurait directement le flag qui était l'adresse en question qu'il recherchait. Et ça, c'était vraiment très chaud pour pouvoir y arriver. Mais surtout, en fait, ce qui importe pour pouvoir s'en rendre compte, il faut impérativement regarder. Donc, si je fais par exemple kernel Linux et que je fais. On va commencer par le task struct. Normalement, je devrais tomber sur le point H. Je peux aller regarder normalement également le point H. Idéalement, c'est ça normalement que je dois faire. Hein. Je dois aller regarder le point H directement lié à mon kernel qui est là. Mais pour le moment, on va pas faire ça. On va juste regarder ici qu'est-ce qu'on a. Et donc, vous voyez, on a les différents fields. Vous vous souvenez? C'est tous ces trucs-là qu'on avait avant. Donc ici, si je reprends mon task struct, admettons, hop, je reprends ça. Bon, ils sont peut-être pas dans l'ordre, mais regardez, state, on le retrouve ici. Stack, on le retrouve là. Usage, on le retrouve là. Flags, on le retrouve également là, etc., etc., etc. Et donc, en fait, toutes ces choses qu'on voit ici, elles ont été initialisées parce qu'elles étaient exécutées en mémoire et elles ont une valeur. Et c'est ça qui est très puissant, en fait, c'est qu'ici, on peut récupérer les valeurs et de ça, on peut aller plus loin. Et donc, par exemple, ce qui nous intéressait, c'était le MM qui est de type mmstruct. Et donc, si je vais là-dedans, j'ai mon PGD qui est de type PGDT. Et donc, très certainement que maintenant, avec mon PGD, si je fais struct PGDT de cette adresse-là, bah ouais, bon, ici, mon PGD, c'est 0. Parce que globalement, c'est ce qui était affiché. Donc, si je fais VM 0, en fait, c'est ça. Cette valeur-là qu'on voit ici, c'est cette valeur ici.